Alors, c'est un titre un petit peu long et d'a priori un peu barbare, mais qui est né en fait de la genèse de cette synthèse que je vais vous proposer vient de trois choses. La première, c'est que dans le cadre de mes activités de conseil, j'avais un certain nombre de mes clients mode et luxe, donc les deux en France et en Italie, qui me disaient, si je délocalise, est-ce que ça a un impact ? Est-ce que j'ai intérêt à communiquer ou pas sur le fait que je fais faire en Italie ou en France ? Et puis, moi, je fais faire en Chine, mais vous savez, en Chine, j'ai que des gens qui sont très... qui ont des technicités qu'on ne trouve plus, par exemple, en France ou en Italie. Est-ce que je peux communiquer dessus ou pas ? Et comment le faire ? Bon. Ça, c'était le côté pratique. La deuxième chose, c'est le Made in France est devenu quelque chose d'un petit peu à la mode et il y a une grosse mission sur justement le Made in France au niveau du ministère du redressement productif dans laquelle j'ai été impliquée en tant qu'experte. Et j'entendais dire beaucoup de choses, beaucoup de on-dit, de poncifs. Et puis moi, travaillant depuis un certain nombre d'années sur ce sujet, je me suis dit maintenant, je vais leur présenter une synthèse de ce qu'on sait d'un point de vue théorique, de façon à ce que on sache clairement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut moins mettre en avant, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur un effet positif. Alors dans le jargon théorique, c'est country of origin parce que la littérature est très anglo-saxonne. Mais donc comment est-ce qu'on peut capitaliser sur un effet positif du pays d'origine d'un produit, que ce soit local ou étrangère, et puis quels sont les risques éventuellement ou les avantages à localiser tout ou partie de sa chaîne de valeur, parce que quand on parle de l'effet du pays d'origine, vous le verrez, on ne parle pas que de la fabrication, mais on parle de plein d'autres choses. Donc est-ce qu'on a intérêt ou pas à aller localiser une partie de sa chaîne de valeur quand on est une marque, une enseigne, à l'étranger ou pas ? Et puis si on le fait, est-ce qu'on a intérêt à le dire ou pas ? Ce qui est peut-être plus encore délicat. Donc l'idée, ça a été de présenter donc une synthèse vraiment de ce qu'on sait de ce que la recherche académique sait aujourd'hui, l'état actuel de la recherche. Simplement en s'arrêtant en s'arrêtant de résumer les textes une fois qu'on ne trouve plus de données nouvelles, parce qu'il y a beaucoup d'études qui redisent un petit peu la même chose, parce que vous voyez que c'est quand même une problématique sur laquelle les chercheurs travaillent depuis 1965, donc ça paraît très nouveau, très à la mode, le Made in France, Made in Italy, etc. Mais c'est quand même pas du tout nouveau pour la recherche. Donc ça fait un total de 130 études. J'y ai ajouté 20 études de cabinets de conseil, avec les limites qu'on sait par rapport à une étude théorique, c'est un petit peu différent, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Ce qui représente un peu plus de 30 000 personnes sondées en tout, et j'ai noté 31 nationalités. Donc ça fait quand même un bel échantillon théorique, si je puis dire. J'ai conduit l'exercice dans 3 langues de recherche, le français, l'anglais, l'italien, pour des raisons personnelles de connaissance des 3 langues. Donc ça m'a permis d'avoir quand même une vision un peu italienne qui est un petit peu différente de ce qu'on fait en français ou en anglais. Alors, quelques constats initiaux. Le premier constat, c'est qu'on a finalement peu d'études francophones. On en a plus dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc on a pas mal de textes sur les IGP, etc. Mais assez peu finalement pour ce qui concerne le secteur de la mode. C'est d'ailleurs la même chose pour l'Italie. J'ai mis francophone, mais c'est pareil pour les études italiennes. Avec donc une grande partie des recherches qui sont d'origine anglo-saxonne et depuis une dizaine d'années, beaucoup d'études en fait qui proviennent des universités asiatiques. Ce qui montre que la problématique n'est pas juste une problématique occidentale. Finalement, assez peu d'études focalisées sur le secteur de la mode en tant que tel. C'est un secteur qui est utilisé comme benchmark souvent pour comparer. Donc on va prendre l'automobile, on va prendre l'agroalimentaire, on va prendre l'électronique et puis on va prendre la mode. Voilà, donc pour un petit peu, comparer les perspectives et voir s'il y a des différences en termes de comportement du consommateur. Un thème qui est quasi absent dans la recherche B2B. Ça me paraissait intéressant par rapport au secteur de la mode, parce que quand on parle de l'effet de pays d'origine, bien sûr, il y a la notion du comportement du consommateur final, mais il y a aussi l'intermédiaire, le distributeur entre les deux. Quand on est, la fédération du prêt-à-porter ou de la dentelle et qu'on cherche à sensibiliser un distributeur à avoir le label dentelle de Calais sur ses vêtements, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Et là, c'est vrai que d'un point de vue théorique, on n'a pas grand-chose. Et on a quelques balbutiements de recherche autour de l'effet de la région d'origine, non pas du pays. Donc, est-ce que, par exemple, le made in
voilà, Made in Calais pour la dentelle est plus intéressant finalement que Made in France pour cette même dentelle. Donc là, des balbutiements de recherche qui commencent à avoir lieu. Alors, ça donne un schéma de synthèse assez lourd, forcément, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'années de recherche. Donc, bon, l'idée n'est pas de vous saturer d'informations par rapport à ça, mais plutôt de vous faire un focus sur les points qui sont importants, intéressants, et surtout qui ont un impact très pragmatique pour vous dans le secteur de la mode. Alors, 3 acteurs principaux, le consommateur, le produit et le processus de décision, disons. Donc, commençons par le consommateur. Le consommateur, il y a plusieurs choses qui vont venir impacter l'effet de ce pays d'origine sur son acte d'achat. La première, ce sont les variables sociodémographiques. Alors là finalement, il n'y a pas de vrai consensus sur l'impact du genre, du niveau d'éducation, etc. Les études se contredisent toutes. Sauf le niveau d'éducation pour les pays développés. Où plus on est éduqué dans un pays développé, et moins finalement on va être sensible à l'effet du pays d'origine, parce qu'on connaît mieux finalement les différentes, la véracité, disons, de l'origine d'un certain, des qualités intrinsèques à un certain pays pour la fabrication de ce produit. Donc, de manière plus intéressante, il y a la nationalité, par contre, qui va venir impacter. Notamment parce qu'on a une forte influence sur de la congruence entre son pays d'origine et l'autre pays d'où provient le produit. Le consommateur va chercher des choses qui sont comparées systématiquement à ses propres valeurs, son propre système de croyances, etc. Donc ça, c'est peut-être plus intéressant. On a une troisième variable qui est la variable d'identité sociale. Donc qu'est-ce que ça veut dire, identité sociale ? Ça veut dire dans quelle mesure le consommateur consomme des produits qui vont parler de lui. Donc statutaire ou symbolique, disons, par rapport à lui-même. Et donc là, on a effectivement l'importance du symbolisme qui va être assorti à certaines origines de produits. Je vous montrerai un exemple de photo tout à la fin, où c'est une marque qui ne fait plus marque Made in machin, mais c'est carrément Made in Italy by Gucci en l'occurrence. Donc c'est la marque qui vend directement le Made in et non plus qui se sert vraiment du Made in. Autre chose importante, c'est l'implication du consommateur dans le processus d'achat. Plus un consommateur est impliqué, plus il va réfléchir par rapport à son achat et finalement, moins il va être sensible au fait qu'on lui vend un produit de made in, tel ou tel made in. Parce que plus il a d'informations à sa disposition, plus il va regarder les autres informations et non pas se servir du simple pays d'origine comme une variable globale d'évaluation, si vous voulez, de la qualité par exemple du produit. De la même façon, son niveau d'expertise, plus on est un expert et moins on se sert de l'origine du produit comme un indicateur, par exemple, de la qualité, ou alors on va s'en servir, mais pour filtrer, en disant voilà, je vais prendre que les produits provenant de telle zone parce que je sais que telle zone est connue pour produire tel produit. Un consommateur qui n'est pas expert, par exemple, de la mode, va simplement, en lisant Made in, etc., avoir tout un lot d'idées préconçues par rapport au produit, mais va pas s'en servir d'une manière forcément très logique. Et enfin, on a l'ethnocentrisme. Alors l'ethnocentrisme, c'est quelque chose d'important. C'est dans quelle mesure un consommateur va avoir tendance systématiquement, quel que soit le type de produit, à favoriser les produits qui viennent de son pays. Voilà. Donc ça, c'est une variable qui va avoir un impact directement au niveau du moment de l'achat. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la mode ? Ça veut dire que déjà, la première chose, c'est que quand on veut, ou quand on se demande si on veut mettre en avant ou pas le pays d'origine de son produit, il faut savoir d'abord à qui on parle. Est-ce que je parle à l'acheteur ? Est-ce que je parle à celui qui prend la décision ? Est-ce que je parle à celui qui va influencer l'achat ? Ou est-ce que je parle au leader d'opinion ? Donc, et là, on va pas parler de la même façon en utilisant les mêmes moyens, évidemment. Ensuite, la segmentation démographique, on va pas la faire sur les âges, on va plutôt la faire sur effectivement les cohortes, parce qu'on a des tendances sociodémographiques qui vont être les mêmes. Mais bon, c'est pas très, encore une fois, c'est pas très prégnant. Bon, je l'ai quand même mis, mais bon, c'est pas le plus important. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre les évolutions sociétales et le degré de sensibilité d'une société à l'effet du pays d'origine, parce que les études
sur lesquels, que j'ai présenté, certains consommateurs, notamment par rapport au degré d'ethnocentrisme, en fonction de l'époque, ça va évoluer. On va être très ethnocentrique dans les années 70, par exemple, par rapport aux produits provenant d'Asie quand vous êtes américain. On le sera beaucoup moins actuellement. Voilà. Donc ça, c'est... la notion d'identité sociale est évidemment très importante pour la mode, puisqu'on consomme des produits de mode pour montrer son identité, ce qu'on appelle son soi étendu. Et là, on a un boulevard pour intégrer la notion de pays d'origine dans ce qu'on appelle lifestyle marketing, c'est-à-dire qu'on vous vend plus un produit, mais on vous vend un style de vie. Évidemment, puisqu'il y a il y a des variations avec le niveau d'expertise, l'idéal c'est d'identifier qui sont les experts et les consommateurs impliqués et de les utiliser comme porte-parole pour clarifier, si je puis dire, l'identification du pays d'origine. Voilà. Bon. Le deuxième acteur de cette synthèse, c'est le produit en tant que tel. Alors le produit en tant que tel, il intervient à deux niveaux. Il intervient au niveau de ses attributs et il intervient au niveau d'indicateurs externes. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit, déjà, en fonction de la catégorie de produit dans laquelle on est, on va pas avoir les mêmes effets du pays d'origine. Par exemple, donc là je donne juste quelques exemples parce que sinon ça devient très très lourd. Mais plus un produit va être technique, et plus l'origine du produit va avoir une importance. Concrètement, dans le niveau de la mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut capitaliser sur les sous-traitants. On peut vendre l'image des sous-traitants, des petites mains, des process qui sont derrière, la technicité du tissu, la recherche R&D qui est associée aux tissus, aux matériaux qui sont utilisés ou autres. On va aussi avoir la notion de produit hédonique ou alors de produits plus utilitaires. Pareil, dans la mode, il y a des produits qu'on achète, des chaussures pour marcher, pour prendre le métro, et puis des chaussures qu'on achète juste pour aller au restaurant, pour qu'on nous dépose devant et qu'on nous récupère à la sortie, parce que c'est pas très forcément très confortable. Donc on a un produit qui est plus hédonique, et puis un produit qui est très utilitaire. Là, ce qui va être important, ça va être ce qu'on va appeler le degré de chaleur perçue du pays, ou alors de technicité perçue du pays de provenance. Donc il y a les consommateurs perçoivent les pays selon deux dimensions. Une dimension chaleur, liée en général aux humains qui travaillent dans ce pays. Donc, par exemple, un étranger va juger le Made in France sur la base de notre chaleur à nous, humains français. Et une autre dimension qui va être la dimension technique, la dimension perçue, encore une fois. Donc attention, on parle de consommateur. Le consommateur n'a pas forcément la vérité en tête. Il a une idée. Mais bon, il faut faire avec. Voilà. Également la notion de risque associé au produit qui va être importante. Quand on parle d'un risque associé au produit, on parle bien évidemment du risque physique du produit. Est-ce que je vais être blessé, pas blessé en utilisant ce produit? On parle du risque financier. Est-ce que j'ai dépensé mon argent pour rien? On parle du risque social. Est-ce qu'en ayant acheté ce produit et en consommant ce produit, je m'expose à des moqueries de la part de mon entourage ou à des jugements de la part de mon entourage ou de la société? L'importance des normes sociétales ou pas. Le risque psychologique, est-ce que j'ai l'impression d'avoir été pris pour un idiot en ayant acheté ce produit où c'est écrit en miniature derrière une couture que c'est fait en Chine? Voilà, tous ces risques-là. Donc, évidemment, pour les produits de mode et de luxe, ce sont les risques psychologiques et sociaux qui sont les plus importants, puisque on consomme pour avant tout, l'habit en tant que tel est un langage. Ça m'a été étudié d'un point de vue sémiotique, donc le langage des vêtements justement. Donc évidemment, ce risque social important. Autre chose très importante, c'est par rapport à ce produit, quand on dit effet du pays d'origine ou made in France, souvent on a un peu tendance à tout mélanger. Et parce que là, ce qui est important de voir, c'est que l'origine, c'est pas que le pays de fabrication. Quand on parle du pays d'origine, alors pour nous chercheurs, ça paraît évident, mais ça l'est beaucoup moins souvent quand on parle avec les entreprises. C'est à la fois le pays de provenance des composants. Ce qui s'appelle le country of parts. C'est aussi le pays du design, bien entendu, le pays du siège de la marque, très important. Pour certaines marques, notamment dans le luxe, ça va avoir plus d'impact même, des fois, que le lieu de fabrication, qui est un autre pays d'origine. Et enfin, on a le pays d'origine, d'assemblage des produits. Et là, on a des résultats qui ne sont pas les mêmes, en fait, en fonction de ces différentes choses. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Par exemple, je donne un exemple.
qu'on verra sur le, dans le processus de décision. Dans l'étape d'évaluation du produit, en fait, on va avoir l'évaluation, elle se situe à deux niveaux. L'évaluation du produit se situe sur l'évaluation du design du produit et l'évaluation de la qualité du produit. Et quand on parle d'évaluation de la qualité produit, ce sont uniquement l'origine de l'assemblage et l'origine des composants qui va impacter le comportement du consommateur, alors que quand on parle de la qualité design, donc pour la mode et le luxe, c'est peut-être plus ce qui nous intéresse, c'est la qualité donc c'est une composante importante. Là, ce sont le pays de design, évidemment, le pays de fabrication, mais on a également les composants qui vont venir lorsque le lieu du design ou le lieu de fabrication est un pays en voie de développement. Donc là, les composants vont également rentrer dans l'évaluation du consommateur. Quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours en tête. Que vous dire ? Évidemment, on travaille avec des stéréotypes. Quand on parle de l'effet du pays d'origine, on a deux types d'effets. On a l'effet qu'on appelle de halo, qui sont tous les stéréotypes associés au pays que le consommateur va prendre à sa sauce et avoir en tête quand il va acheter le produit. Et on a ce qu'on appelle également l'effet d'expérience, c'est-à-dire que le consommateur, dans le passé, il a été exposé à des pays, soit parce qu'il a été en vacances là-bas, soit parce qu'il a déjà acheté un produit fait fait à Taïwan, et puis il s'est trouvé que 2 jours après, le produit, même si c'est un grille-pain, il a cassé. Du coup, la prochaine fois qu'il voit même une paire de chaussures faites à Taïwan, il va associer ça à son grille-pain, et il va pas forcer. Voilà, c'est l'expérience qu'on peut avoir avec un pays donné. Donc à deux niveaux d'impact, pardon. Alors. Concrètement, encore une fois, pour être très pratique, qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur de la mode ? Ça veut dire que déjà, il va falloir différencier les typologies de produits pertinentes pour le consommateur par rapport à tel ou tel type de... par rapport à tel ou tel pays. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant cette dimension technologique dans le secteur de la mode. On n'y pense pas souvent, c'est rarement fait. À part il y a une petite tendance en ce moment dans le luxe justement pour mettre en avant les métiers d'art qui sont derrière, mais c'est balbutiement. Capitaliser sur ces risques associés à la consommation de produits de mode psychologique et social essentiellement, pourquoi pas. Travailler sur ce côté hédonique. Alors là, on en a beaucoup parlé avec l'expérience de consommation. Je suis pas la première à en parler ce matin, mais en travaillant le merchandising, la gestion de la relation client, etc., qui va avec la chaleur perçue des produits. C'est comme ça qu'on pourra travailler dessus. Pour la petite histoire, pour ce comité au niveau du gouvernement, quand j'essaie de comprendre les valeurs associées au luxe made in France pour les Français associés au luxe made in France, une catégorie qui n'est pas pour eux. Ils se sentent exclus complètement de la consommation. Enfin, ils se sentent exclus de la cible consommateur luxe par les marques de luxe. Voilà, le consommateur français, je parle bien. Parce que vous rentrez dans les magasins, ils me disaient, vous avez des vendeurs qui parlent pas, qui sont pas étrangers, qui sont asiatiques souvent, parce que on n'a pas l'impression d'être inclus, notre style, etc. Enfin bon, voilà, plein de choses qui font qu'ils se sentent pas inclus. Donc là, le côté chaleur pour le consommateur français, elle y est pas, clairement pas. Donc ça peut être un point à travailler. Bon, un étiquetage clair est nécessaire à fournir aux consommateurs au moment optimum. Alors je reviens par rapport à l'étiquetage, j'ai vu une question sur l'étiquetage au tout début. Là pour le coup, dans mon cas, il y a des choses qui sont importantes par rapport à l'étiquetage, parce que le moment auquel on va exposer le consommateur à l'information sur l'origine du produit va changer la façon dont il va l'utiliser. C'est-à-dire que si vous le montrez en premier, tout ce qu'il va lire à la suite sur l'étiquette, par exemple, il va l'interpréter en ayant en tête made in, etc. Si vous le mettez à la fin, c'est l'inverse. Voilà. Donc si vous mettez d'abord, je sais pas moi, les notions écologiques, blablabla, et tout à la fin seulement la fabrication, et ben il a d'abord dans sa tête réfléchi à l'écologie, et seulement à la fin, il voit le pays d'origine. Alors que si vous le mettez en premier, et ben il voit Made in China, il se dit peut-être c'est pas écologique, donc même si vous lui présentez après les dimensions écologiques, il en tiendra moins compte. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de tester au niveau justement pour le ministère, sur quel type d'étiquette on pourrait mettre. Alors le processus de décision, c'est un processus classique de décision. Le consommateur, il passe par plusieurs étapes. D'abord, il évalue le produit. Je vous l'ai dit, en fonction de la qualité et du design, via 3 types de mécanismes. Un mécanisme cognitif, un mécanisme émotionnel et un mécanisme normatif. Normatif, ça va être, dans le cadre de l'effet du pays d'origine, ça va être, ça fait bien, socialement, d'acheter un produit fabriqué dans tel... Voilà, c'est ce que je devrais faire. C'est ce que ma conscience sociale me dit de faire, parce qu'il y a des
des influences politiques par les médias, etc. sur il faudrait faire ça. Donc le mécanisme normatif qui va venir impacter directement l'acte d'achat, parce que si on se dit si je fais ça, je fais du bien à mon pays, peu importe la qualité, le design, tout ce que vous voulez, c'est juste directement ça va conduire le consommateur à acheter ce produit. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, évidemment. Donc l'évaluation produit via ces trois types de mécanismes, l'attitude envers le produit, puis l'intention d'achat et enfin l'achat. Il est très important de séparer l'intention d'achat et de l'achat dans le cadre de l'effet du pays d'origine. C'est comme d'ailleurs pour le développement durable. Il est très important de séparer ce que le consommateur dit qu'il va faire. Quand on parlait de l'influence, c'est exactement ça. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on fait véritablement, ce qu'on peut vraiment mesurer. Notamment ce qui va venir changer, même si un consommateur dit bah oui, je voudrais acheter une paire de souliers de luxe fabriqués en Italie parce que voilà, c'est le plus beau design et puis ils ont la réputation, l'histoire, etc. Bah oui, mais bon, si vous n'avez pas à disposition là où vous êtes de souliers faits en Italie, et ben des fois vous allez vous tourner vers et que vous avez besoin d'une paire de souliers, ben vous allez acheter une paire de souliers qui sera pas faite en Italie parce que la contrainte de la localisation, de la disponibilité du produit, elle est là. Pareil, on peut avoir un budget disponible qui va venir contraindre l'acte d'achat. Voilà. Bon, parce que je voudrais pas vous retenir trop longtemps, mais une chose qui est très importante à garder en mémoire, c'est cette interaction entre le prix, l'effet du pays d'origine. Souvent, certaines origines de produits sont associées à des niveaux de prix, à un positionnement prix donné dans la tête du consommateur. Donc vous êtes fait, je sais pas, en France, et ben vous êtes plus cher que si vous venez si vous êtes fabriqué dans tel autre pays. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs pour certains produits, mais bon, c'est une croyance. Donc il y a un positionnement qui est associé à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre positionnement c'est un positionnement mode, fast fashion et pas luxe, et ben vous n'avez pas forcément intérêt à communiquer sur le fait que vous êtes fait dans, ou en tout cas, il faut faire attention à la façon de comment vous allez le communiquer. J'ai un exemple par rapport à un client italien, Stefanel, avec qui je travaille. Il y a certains de produits qui sont faits en Italie, mais pour le consommateur italien, les pays de maille faits en Italie sont plus chers que ceux qui viennent de Chine. C'est pas forcément une bonne idée d'exposer en premier à l'origine du pays. Ça peut être bien en dernier argument, sur l'étiquette par exemple, et pas forcément en premier. Parce que sinon, le consommateur, il se dit, c'est pas possible. Je vais chez Auchan, je vois des pays où il y a écrit, des vêtements où il y a écrit fabriqué en France. Le consommateur se dit, c'est pas possible qu'il soit aussi peu cher. On est en train de me mentir. Les étiquettes marketing, ce que vous disiez par rapport au... donc c'est un peu l'idée. Et la deuxième chose vraiment très importante, c'est l'interaction entre la marque et le pays d'origine. Il y a des marques qui sont associées avec certains pays d'origine dans la tête des consommateurs. Communiquer sur le fait que l'on ne fait pas, par exemple, dans le pays, alors que l'imaginaire de la marque, c'est un imaginaire, par exemple, français. Je vous donne une marque comme un exemple. Je ne stigmatise personne, mais simplement ce sont des exemples qui sont ressortis dans ce que j'ai fait, mes études, moi, même personnellement, sur les consommateurs. Une marque comme Lancel, qui est perçue comme étant très, même pas française, mais parisienne, avec certains produits qui sont fabriqués en Asie, eh ben, ils n'ont pas forcément intérêt, effectivement, eux, à trop le montrer, parce que le consommateur il va être perturbé, il va avoir un phénomène de dissonance qui va vraiment avoir lieu. Et un consommateur perturbé, c'est un consommateur qui n'est pas heureux, et un consommateur qui n'est pas heureux, c'est un consommateur qui va acheter ailleurs. Ça c'est très clair. Aujourd'hui, le consommateur il consomme avec de l'émotionnel d'abord, et le cognitif qui vient justifier son émotionnel, mais il est quand même très très émotionnel. Voilà. Alors, moi, quelque chose qui me semblait intéressant, c'était cette interaction entre le marque et le budget est importante dans la mesure où ce qu'on peut faire, c'est au lieu de segmenter, si on veut avoir une stratégie ou si on veut comprendre sa stratégie par rapport à l'effet du pays d'origine, plutôt que de penser démographie, genre, pays, nationalité, etc., il est intéressant de prendre en compte ces dimensions de budget, de temps disponible, de localisation disponible et puis d'objectifs d'achat. Est-ce que le consommateur va acheter un produit, une paire de chaussures pour marcher, pour aller faire du sport, ou etc., ou est-ce qu'il y va pour autre chose, pour faire du shopping dans le sens pour flâner un peu dans le magasin d'abord.
Et là, c'est ce qu'on appelle les trip drives. Et il y a une étude assez récente qui a été menée sur ce qu'on appelle les trip drives, c'est-à-dire la situation d'achat, finalement, la situation d'achat, qui montre qu'il n'y a aucune différence entre les pays développés, les pays en voie de développement, en fonction de nationalité, etc., mais qu'un consommateur, quand il est dans une situation, quand il a soit beaucoup de temps, soit peu de temps disponible, soit un objectif, soit pas d'objectif, soit beaucoup d'argent ou pas d'argent, eh ben, il va se comporter de la même façon par rapport à son achat, et notamment par rapport à l'achat non planifié. Donc là, on va voir un boulevard pour influencer, si vous voulez, notamment vis-à-vis de par rapport au pays d'origine, ce consommateur, que ce soit d'un point de vue pour valoriser une fabrication locale ou pour mettre en avant, encore une fois, une fabrication à l'étranger qui peut être tout à fait pertinente en fonction des technicités qui sont derrière ou du positionnement prix qui est choisi. Voilà. Bon. Donc, conclusion générale. Un phénomène complexe, donc des solutions multiples. Il n'y a pas une solution. D'abord, je vous l'ai dit, il y a une interaction marque, pays d'origine, donc il y a une solution par marque. Déjà, ce ne sera pas la même en fonction des marques, parce qu'il va y avoir tout le problème de l'image de la marque, ce qu'on appelle le capital marque, qui va venir interagir et qu'il faut comprendre. Des différences quand même entre les étrangers et locaux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes stéréotypes de son pays que le voisin a de notre pays. Ça paraît évident, mais c'est important. Donc des stratégies différentes à mettre en œuvre en fonction des cibles étrangères ou françaises sur certains produits, notamment je passe aux produits de luxe. Une prise en considération très importante du contexte sociologique, politique, économique, culturel et du contexte d'achat. Pensez au pouvoir normatif dont j'ai parlé. Donc contexte d'achat, est-ce que le consommateur est seul ou est-ce qu'il a fait un achat en groupe ? Quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, le consommateur est sujet à l'effet du pays d'origine. C'est quelque chose qui psychologiquement existe et qui existera sûrement toujours. C'est une donnée inévitable sur laquelle on peut choisir de capitaliser ou qu'on peut tenter de minimiser dans certains cas, évidemment. Dans tous les cas, il faut connaître ses consommateurs et il faut connaître dans quelle mesure les consommateurs de sa marque sont sensibles à cet effet du pays d'origine. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre les motivations qui sont sous-jacentes à l'achat des produits de votre marque. Est-ce que d'abord c'est lié ou pas au pays d'origine ? Et puis si ça l'est, comment ? Et ça, ce sont des choses qui se mesurent assez peu, mais qui s'apprécient beaucoup. Vous l'avez vu, aujourd'hui, il y a quand même énormément, la quasi-totalité, je crois, si je ne me trompe pas, des recherches qui vous ont été présentées sont des recherches qui contiennent du qualitatif. Voilà. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que quand on parle de comportement du consommateur, on a deux choses à comprendre. Comment les gens consomment, ça c'est du quantitatif, et puis pourquoi ils consomment comme ça, et là on est dans du qualitatif. Donc n'oubliez pas cette étape plus longue, moins rigoureuse peut-être, mais très importante pour comprendre les tensions sous-jacentes. Voilà. Et ça c'était juste en illustration mon Made in Italy by Gucci. Donc là ce n'est plus la marque qui utilise, ce n'est pas le pays d'origine qui vient renforcer la marque, mais c'est carrément la marque qui se met après l'origine du produit